midi à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Equinox Télévision. Dans sa une, ce 6 avril représente le jour où tout a failli basculer au Cameroun. C'était en 1984. La tentative de coup d'État perpétrée par les éléments de la garde républicaine nous interpelle 31 ans plus tard avec ses vérités et contre-vérités sur ceux-là qui ont permis à ce que le pouvoir ne bascule pas à Yaoundé en 1984. Toujours à Yaoundé, où le retour des pluies donne les insomnies aux populations qui habitent le quartier bloc 23 de Biyema-Silak. Eh bien, nous verrons dans ce journal comment ces populations s'organisent pour se prémunir de ces inondations qui sont de retour dans la capitale politique du Cameroun. À l'étranger, le Kenya décrète 3 jours de deuil national après le massacre de plusieurs étudiants à l'université de Garissa. Et l'on note que depuis ces tristes événements, aucune véritable mobilisation n'est observée sur le continent africain. La solidarité légendaire que l'on reconnaît à l'Afrique a-t-elle disparu? C'est l'une des préoccupations au centre de la deuxième partie de ce journal avec notre invité. A tout de suite. Une fois de plus, bonsoir. Les faits de société en ouverture de ce journal et nous nous rendons du côté de Banganté, c'est le chef-lieu du département du Dé dans la région de l'Ouest Cameroun, où le corps d'un enseignant à la retraite a été découvert hier aux premières heures de la matinée d'hier. D'après les dernières informations, cet enseignant à la retraite serait décédé après une activité sportive. Plus de précision, voici le reportage de Jérôme Nassi-Sobzé. Le corps sans vie d'un homme fait désormais l'objet de toutes les attentions. Le nommé d'enfant François, enseignant à la retraite, a été retrouvé mort alors qu'il faisait du sport. C'était professeur de français au lycée classique de Banganté. Il est en retraite depuis 3 ans. Aussitôt informé, le préfet du département du Ndé, M. Belesame Christian Ernest, est descendu sur les lieux. À ses côtés, le procureur de la République près des tribunaux de Banganté. Ici, de nombreux curieux essaient de comprendre ce qui s'est réellement passé. Je viens d'arriver comme ça. Tous les journalistes me fient voir parce qu'on ne connaît pas pourquoi il est couché. Comment parce qu'on est nés ensemble, on vit ensemble. En l'espace de 45 minutes, la communauté Bafou Dundé, dont il appartient, est alertée. Ici, on n'en revient pas. Il paraît qu'il est sorti de sa maison à 5 h le matin pour faire le sport. Et au cours de son sport, il a eu un malaise, paraît-il, et on l'a retrouvé mort à 6 h 30. Monsieur Dr François était un homme qui faisait un bafou, qui faisait la réunion avec moi, la réunion de la communauté Bafou avec moi. Il était un homme très sympa, un homme très simple, qui aimait construire. Et voilà, finalement, j'ai perdu un grand homme, comme ça. Son corps a finalement été transporté à la morgue de l'hôpital de Banganté, ceci sous le regard impuissant d'une population visiblement scandalisée. Dans la ville de Douala à présent, 24 heures après l'incendie qui s'est déclaré au marché central de Douala, on est plus ou moins fixé sur l'origine des flammes. On parle d'une négligence électrique qui serait donc à l'origine de l'incendie qui a consumé 2 boutiques dans cet espace marchand de la capitale économique. Plus de précisions avec nos reporters Dani Warenzede et Eric Martial Ndjomo. Des câbles éparses autour des boîtes de disjoncteurs, des fils électriques qui s'entremêlent n'importe comment, des dominos de connexion sur les murs dans des dispositions incompréhensibles, des passerelles de protection avec des fils qui débordent ou encore ces fils électriques à hauteur des têtes qui traversent les étals à la boucherie. Voilà le tableau illustratif de la situation des installations électriques dans de nombreux pans du marché central de Douala. Et pourtant, depuis un peu plus de 6 mois, le marché de la réfection et du contrôle des installations électriques a été confié à un prestataire de service. Les responsables de la dite structure disent avancer à petits pas dans ce vaste chantier. Les boutiques 434 et 436 touchées par les flammes dimanche n'avaient pas encore reçu la visite des agents pour la réfection selon les responsables du marché. Le feu est donc parti de la boutique 434 suite à une négligence selon les témoins. Il y avait un monsieur
qui remplaçait son frère dans sa boutique. Il a dû laisser certaines choses branchées parce qu'il était le dernier à partir de là. Alors quand nous sommes arrivés au quartier, on nous a rappelé à 15 h qu'il y a feu au marché. Hier, apparemment, ils ont utilisé les détecteurs de faux billets et les chauffe-café, quoi. Oui, en partant, ils ont oublié ces appareils branchés. C'est de là que part le coût. Les pertes s'évaluent en dizaines de millions de francs CFA. Les nombreux pans du marché central de Douala non encore visités et sécurisés par le prestataire voient les commerçants plonger dans la psychose. Malgré tout, les assurances sont données sur le déroulement à venir de ces travaux. Il faut dire qu'avec notre expertise, nous pensons quand même que nous faisons le maximum pour que la sécurité du marché central soit assurée. N'empêche que ce marché reste à la merci des incendies causés par des défaillances électriques. Quand bien même les commerçants observeraient les injonctions sécuritaires données par le prestataire, dame pluie qui voit ses gouttes passer à travers le toit à certains endroits du marché, atteindre le plafond, et ceci pour toucher câbles électriques et dominos de connexion, reste un facteur de flamme non négligeable. À Yaoundé, le bloc 23 du quartier Biyé-Massi-Lac est sous la menace des eaux. À l'approche des grandes saisons de pluie, les populations redoutent les inondations, déjà à l'origine de l'abandon de plusieurs habitations dans cette zone. Plus de précisions avec nos reporters Joël Essengue et Marcelin Garçon. Le fleuve Biyémé arrose le 23e bloc du quartier Biyé-Massi-Lac. Mais à peine avons-nous entrepris le tour du bloc qu'un premier spectacle inquiétant s'offre à nos yeux. C'est l'image de plusieurs habitations abandonnées. Les occupants de cette maison, à force de livrer un combat sans fin contre les eaux, ont fini par l'abandonner. L'eau est donc l'ennemi numéro 1 des habitants de cette zone, perdue en plein cœur de Biyé-Massi-Lac, qui porte tristement son nom. Car le lac qui souffre très souvent aux âmes qui vivent ici n'a rien de plaisant. Quand il pleut ici, souvent on soulève les chaises des dames pour que l'eau ne puisse pas mouiller les chaises. Ici on était comme dans la mer, ça apportait tous les ordures, les bouteilles, même souvent les porcs qui étaient morts dans l'eau, ça venait ici avec. Ici devant moi, je ramble jusqu'à je plante même les choses à côté de l'eau. Jusqu'alors ça traverse, ça entre chez moi. Jusqu'à si je ne soulève pas mon matelas, je vais dormir que dans l'eau. Ici tu ne peux pas laisser l'enfant et partir dehors faire 30 minutes quand il pleut. Ton corps va toujours battre que les enfants sont contents. C'est en saison sèche qu'on dort un peu ici là. Nous avons la chance de visiter le coin un jour ensoleillé. Mais il aurait suffi qu'une pluie s'abatte dans la zone pour que nos plans de tournage et même de visite changent. Ici, les inondations constituent le pain quotidien des populations. Quand ça vient là, quand il pleut petit seulement, ici là, ça inonde. Quand c'est les grandes pluies, là-bas derrière, ça traverse, ça vient nous trouver ici là. Quand on soulève là, jusqu'à là, les grandes pluies là, ça traverse toujours, ça vient ici là. À l'absence de pluie, ce lit juste derrière nous, ça doit contenir les eaux. Mais alors, imaginez une forte pluie qui s'abat dans la capitale politique du Cameroun. Les drains ou ce qui en tient lieu ne suffisent pas à contenir la furie des eaux qui proviennent de plusieurs quartiers de la commune et même au-delà. La grande saison des pluies n'a pas encore commencé, mais les riverains ont déjà perdu le sommeil. La vie ici à Biyé-Massi-Lac est tout, sauf un long fleuve tranquille. Elle ne se compte pas. Ces familles, à l'instar de celle qui est juste derrière moi, qui vivent ici à Biyé-Massi-Lac, la peur au ventre, notamment en saison de pluie, où la vie ici est plus qu'un calvaire. Ici, Joël Essengue, Marcelin Garçon, Equinox Télévision. Eh bien, pour faire face aux inondations, le comité local de développement ainsi que les populations du bloc 23 du quartier Biyé-Massi-Lac à Yaoundé ont entrepris de curer des drains. En dépit donc de tous ces efforts, seule une véritable intervention des autorités compétentes pourrait donc garantir un retour à la normale, au regard de l'ampleur des travaux à réaliser dans ce quartier. Retrouvons une fois de plus Joël Essengue et Marcelin Garçon. Face aux inondations récurrentes, les populations ne restent pas les bras croisés. On est venu acheter le terrain sans savoir que comme ça l'eau était comme ça là. Et on n'a pas où partir, on va faire comment? On ne fait que rembler, ça s'aggrave toujours, donc on ne sait plus comment on va faire. Je vis ici depuis près de 8 ans. Quand la maison n'est pas très bien
bâtir ou bien remonter les inondations, l'eau peut entrer dans les maisons. Elles associent leurs efforts à ceux du comité local de développement et à quelques initiatives privées pour livrer le combat contre l'eau. Nous faisons la sensibilisation donc pour faire comprendre à la population qu'il ne faut plus jeter les ordures dans la rivière. Et nous organisons de temps en temps des séances de curage de ce lit du cours d'eau pour pouvoir recalibrer les eaux et permettre, n'est-ce pas, la bonne circulation des eaux pour qu'il n'y ait plus d'inondation lors des grandes pluies. Nous avons fait venir un engin, on a payé plus d'1,5 million. Le comité de développement de ce quartier, on a demandé l'aide à la mairie, à la communauté urbaine qui n'arrive pas encore. Mais ces populations n'auront jamais suffisamment les moyens pour construire des drains dignes de ce nom et ainsi assurer une meilleure canalisation des eaux de pluie, éloignant de facto de leur environnement le spectre des inondations. Si on pouvait venir nous aider ici là, oui, à construire, donc à arranger bien même pour qu'on ne souffre plus dans l'eau, c'est que ça serait passable. C'est une construction à laquelle l'autorité municipale doit apporter sa pierre. Un effort est déjà fait dans ce sens, mais il doit être accentué afin que les mêmes causes ne produisent fatalement les mêmes effets, comme c'est le cas d'une année à l'autre. Cet endroit où nous appelons ici la rencontre des eaux, l'eau qui vient du lycée, les eaux qui viennent de Biémé, disons d'Acacia, et les eaux qui doivent aller directement à Tantam. Il y a un freinage ici, parce que quand les eaux de Biémé viennent, ils bloquent de manière que l'eau qui vient du lycée, qui n'a pas trop de force, vient doucement et elle est calée, elle inonde tout le quartier. Mais l'existence des drains ne suffit pas à juguler le problème. Encore faudrait-il que les populations riveraines participent à leur entretien quotidien, au lieu de les transformer en dépotoirs d'ordures, qui, à force d'accumulation, dévient le courant des eaux de leur lit habituel pour les orienter vers les habitations, avec les conséquences que l'on sait. 6 avril 1984, 6 avril 2015, cela fait 31 ans que tout a failli basculer du côté de Yaoundé. Malgré les années qui passent, l'intérêt pour le coup d'État du 6 avril 1984 ne dément pas. La preuve en est ces nouvelles révélations aujourd'hui qui viennent battre en brèche des versions que l'on croyait établies. Plus de précisions avec Élisée Mbogba et Guizoro. 31 ans après, l'histoire de la tentative de coup d'État de 1984 n'a pas fini d'être écrite avec parfois de nouvelles révélations. Ce qui peut être raconté aujourd'hui, simplement qu'on peut constater que les éléments de défense et de la sécurité ont été surpris, alors qu'ils ne devaient pas l'être, parce qu'il y a eu des citoyens qui ont eu vent de ce qui se préparait et qui ont averti. Mais malheureusement, vous constaterez que le patron de la sécurité présidentielle, qui était en même temps le directeur adjoint de la DGRE, je donne le nom actuel, ce n'était pas le même nom, ont été surpris. Le commissaire Marangele chez lui, et le général Meka, qui était colonel à cette époque, a été surpris chez lui. Même des versions établies depuis des lustres n'échappent pas à une relecture. C'est le cas du déroulement des événements au Palais de l'Unité. Il y a trop de faux clichés dans cette affaire. Ce qu'il y a, et c'est pour ça que Aïvou est encore là, c'est Aïvou qui prend sur lui de descendre tout ce qui était pour le coup d'État. Idem à propos des auteurs du confinement du discours des putschistes à la seule ville de Yaoundé. Le chauffeur du colonel Akono est parti à soi et a fait ce qu'il devait faire avec d'autres personnes sur place pour couper, parce que le centre, eux ne savaient pas et croyaient qu'à la radio, tout se passe là, sans savoir qu'il y a un centre d'émission. C'est le centre d'émission qui est la cheville ouvrière. Sur la question de l'implication ou non de l'ex-président Amadou Ahidjo, les avis sont toujours aussi tranchés. Ahidjo était derrière. Lorsqu'on démissionne Ahidjo, parce qu'il n'a jamais démissionné, il croit que c'est lui qui prend la décision. Mais lorsque, une fois au Japon, avec le ministre Amin Oumarou, il fait un check-up, on lui dit qu'il n'est pas malade et que c'est les remèdes que lui donne son médecin qui lui font des trous de mémoire, la fatigue. Il a donc compris
qu'il était au sein d'un vaste complot. Reste alors la problématique du vivre ensemble entre le nord et le sud. Après cette cassure, là-dessus, il y a encore du travail. On n'a jamais tourné la page parce qu'on n'a jamais construit la nation camerounaise. Vous ne pouvez pas construire la nation camerounaise en vous focalisant, en mettant l'accent sur la région. C'est quoi cette histoire d'équilibre régional? Ça renvoie à quoi? Il ne reste aux uns et aux autres qu'à participer activement à ce grand chantier de reconstruction. En santé, on parle de ces populations rencontrées dans les rues de la capitale économique Douala qui déplorent la négligence des patients, le mauvais accueil ainsi que les coûts élevés des services dans certains hôpitaux publics au Cameroun. Ces personnes disent se confier aux formations hospitalières privées pour une bonne prise en charge. C'est du moins le constat fait à un jour seulement de la célébration de la journée mondiale consacrée à la santé. Plus de précisions avec nos reporters Jean Junimpek et Flavien Valondongo. Nous savons tous à l'hôpital à Quintini, il y a certains messieurs qui ont eu à tabasser des infirmières là-bas. Il y a un monsieur qui avait dit depuis 6 heures qu'il est là, mais il était déjà à 15 heures. Et on ne prenait pas soin de sa femme. Il était obligé de prendre sa femme et amener sa femme ailleurs. Peut-être les incidentés, quand tu viens que tu es seul, tu es abandonné. Ces exemples relevés par des usagers rencontrés dans les rues de la capitale économique semblent avoir créé un certain découragement chez bien d'autres qui ont fini par tourner le dos aux hôpitaux publics. Moi, je préférais aller dans un hôpital privé. C'est cher, c'est vrai, mais on administre les bons soins et il y a le suivi du malade. Contrairement aux hôpitaux publics, ce sont des fonctionnaires d'État, ce qui fait qu'ils ne travaillent pas, ils ont le salaire à la fin du mois. Donc c'est pourquoi parfois on néglige les malades là-bas. Pour un malade, je pense que c'est ça. Il faut d'abord le soigner avant de demander de l'argent. Par rapport aux autres, il faut payer le code, il faut payer. C'est ça qui me choque, payer le code avant le soin, c'est pas bon. Le service n'est pas bon dans le public, pas parce qu'il y a manque de matériel, mais parce que ceux qui sont chargés de gérer ce matériel et de parler au comportement, ils ne se soucient pas de l'état de ceux qui viennent. Si des spécialistes de la santé soulignent que le bon accueil dans une formation hospitalière est le début de la guérison pour le patient reçu dans des hôpitaux publics, l'expression pitié n'a plus de valeur. Même le simple accouchement que par pitié, les médecins peuvent prendre soin des femmes enceintes, ça ne se fait pas. L'argent en poche, le travail en main. Pas d'argent, tu passes. Même s'il y a un blessé là, tu vois comment quelqu'un fait l'accident, il vient, on lui demande l'argent, comme quelqu'un marche avec l'argent sur lui. Et s'il n'a pas l'argent, il va mourir. Le visage sombre des hôpitaux publics pressés ici par des usagers sonne comme une alerte, invitant ici des décideurs à se réviser face à tout ce malaise, surtout au moment où le Cameroun célèbre la journée de la santé. Sécurité intérieure, le 24e bataillon d'infanterie motorisée de Tchang, nous sommes là dans la région de l'Ouest Cameroun, a un nouveau commandant. Le lieutenant-colonel Zamuyomba Richard a été installé dans ses nouvelles fonctions, comme vous pouvez d'ailleurs le voir en image. C'était au cours d'une cérémonie que présidait le général Salé, commandant de la 2e Légion militaire interarmée, qui représentait le ministre délégué en charge de la défense. Le nouveau commandant a la lourde mission de conduire les 350 éléments qui sont sous son commandement, mais également assurer la paix, la tranquillité des populations de la Ménois. Cette note avant la page étrangère, enfin un compte ouvert dans les livres du Trésor pour loger les fonds issus de la chaîne de solidarité montée dans le cadre du soutien patriotique au profit des forces de défense déployées dans la lutte contre Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun. C'est sur haute instruction du chef de l'État que le ministre en charge des Finances a créé ce compte spécial. Nous y reviendrons. À l'étranger, à présent, tragédie à l'université de Garissa, au Kenya. Les proches des victimes poursuivent l'identification des corps. L'opération devrait encore durer plusieurs jours. Plus de précisions avec nos confrères de CCTV. Un processus difficile à accepter que personne ne souhaite accomplir. Parcourir la liste des victimes et redouter d'y trouver le nom d'un membre de sa famille. C'est ce qu'accomplissent ces Kenyans au salon funéraire Shimoro de l'université de Nairobi. 144 corps ont été emmenés ici car la ville de Garissa n'a pas de capacité d'accueil suffisante pour toutes les victimes. La Croix-Rouge kenyane a assisté les gens dans le processus d'identification. James Mouli a perdu le contact avec son neveu lors de l'attaque de Garissa. Depuis, il est sans nouvelles et espère obtenir de nouvelles informations.
Et le nom de son neveu n'apparaît pas sur la liste des victimes. Nous espérons le meilleur, car lorsque nous étions dans la tente, il y a une famille qui a été appelée par leur fille et elle leur a dit qu'elle était saine et sauve. Mais pour les autres, les espoirs s'amenuisent. Sa famille attendait beaucoup et donc ils sont très tristes. En fait, nous le sommes tous, tout comme en voyant les corps avec les balles et les blessures. Et plus de 60 conseillers assisteront les familles durant cette douloureuse période. C'est la dernière bénédiction des fêtes de Pâques et pour la 3e fois en 3 jours, François dénonce avec des mots totalement inédits le sort des chrétiens persécutés dans le monde. Ils sont nos martyrs d'aujourd'hui. Et ils sont si nombreux. Nous pouvons même dire qu'ils sont plus nombreux qu'au 1er siècle de la chrétienté. Je souhaite que la communauté internationale ne reste ni muette, ni insensible face à de tels crimes inacceptables. Dans la foule des fidèles, l'effet de répétition provoque une prise de conscience. On se sent tous coupables parce que c'est catastrophique ce qui se passe. Et puis c'est vrai qu'il faudrait que les choses bougent. Il ne faut pas fermer les yeux. Je pense que c'est très important, sachant que de nos jours, c'est là, on peut dire qu'on est à l'époque où il y a le plus de martyrs. J'espère qu'il y aura une réaction des politiques vis-à-vis de ces événements, justement. Église Saint-Louis des Français dans la Rome baroque. Passage obligé en ce week-end pascal, avec ses 3 tableaux du Caravage. Quand il n'était que cardinal en visite au Vatican, Georges Bergoglio y venait tous les matins pour y puiser de l'inspiration. Et cette puissance qu'exprime le pape avec des discours qui ne laissent personne neutre, ça séduit. Il n'hésite pas à faire de la politique et à secouer ses auditeurs, ses interlocuteurs quand ils seront à Strasbourg, donc en Europe ou dans d'autres pays. C'est le principe de la communication, c'est d'être assez percutant pour pouvoir faire bouger les lignes. Effectivement, je pense qu'à ce titre-là, il le fait. Et vu l'affluence ces jours-ci à Rome, c'est une quasi-certitude. Le discours du pape a été entendu. Eh bien, nous allons revenir dans la deuxième partie de ce journal sur ces multiples attaques dont sont victimes plusieurs États africains et que l'on ne note aucune mobilisation véritable du continent africain. C'est avec notre invité. Nous parlons à présent de sport pour dire que le tribunal arbitral du sport, le TAS, qui vient d'annuler la décision de la Confédération africaine de football qui porte donc exclusion du Maroc pour les éditions 2017 et 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations. On se rappelle que le Maroc a donc reçu cette sanction après son refus d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 pour raison évoquée, la menace du virus Ebola. Plus de précisions avec Hervé Kemier. La suspension du Maroc de la Coupe d'Afrique des Nations de football n'aura duré que le temps de la CAN Guinée équatoriale 2015. Lourdement sanctionné par la Confédération africaine de football, à la suite de son refus d'organiser la reine des épreuves de football continental dans les périodes indiquées, à raison de la fièvre à virus Ebola, le Maroc avait été exclu des Coupes d'Afrique des Nations de football 2017 et 2019. La Fédération royale marocaine de football avait saisi le tribunal arbitral du sport pour contester cette décision de la CAF. Le tribunal arbitral du sport, qui a rendu son verdict dans cette affaire, annule les sanctions prises à l'encontre du Maroc, qui va finalement disputer les éliminatoires des Coupes d'Afrique des Nations de football 2017 et 2019. La CAF, qui s'est pliée à la décision du tribunal arbitral du sport, confirme que les Lions de l'Atlas du Maroc seront dans le wagon des sélections nationales engagées pour les éliminatoires des Coupes d'Afrique des Nations de football 2017 et 2019.
En outre, le tribunal arbitral du sport a revu à la baisse la sanction financière qui passe de 1 million de dollars à 50 000 $, soit 25 millions de francs CFA seulement d'amende à payer par la Fédération royale marocaine de football. Merci Hervé Kemier pour ces informations en sport. Dans quelques instants seulement, nous allons parler de ces multiples attaques dont sont victimes les pays africains, des situations qui n'arrivent pas toujours à faire foule. En ce qui concerne le continent en lui-même, c'est avec notre invité dans quelques instants. Dominique Yamtimba, bonsoir. Bonsoir, Pascal. Vous êtes universitaire, analyste des questions internationales. C'est à ce titre qu'on vous reçoit sur ce plateau ce soir. Merci. Alors, vous avez également suivi cette actualité au Kenya. Une fois de plus, une attaque de ces islamistes, en l'occurrence le Shebab en Somalie, a fait plusieurs morts dans le milieu étudiantin. Quelle réaction ? Écoutez, quand on est de la communauté universitaire, c'est forcément triste. Et dans des conditions normales, vous voyez, j'ai la chair de poule, mais dans des conditions normales, c'est toutes les universités africaines qui devraient être fermées. Il devrait y avoir une journée africaine de la sécurité de l'étudiant qui devrait être créée. Cela devrait interpeller tout le monde et nous devrions voir des actes courageux, dynamiques, des initiatives fortes pour refuser qu'on s'attaque à ceux qui seront les cadres de l'Afrique de demain. Si on tue nos étudiants, qui construira l'Afrique, qui concevra l'Afrique de demain? On est donc, nous donc pour le regretter par rapport à votre souhait qu'il n'y ait véritablement eu cette mobilisation tant souhaitée après ces massacres des étudiants de l'université de Garissa, c'est à l'est du Kenya, une situation qui est semblable à celle qui est survenue en Tunis. À Tunis, il y a quelques jours, avec dans cette attaque du musée de Bardo. On se pose la question de savoir où est passée la solidarité tant légendaire que l'on colle le plus souvent à l'Afrique. Pas de mobilisation comme on l'a observé, par exemple, lors des attaques de Charlie Hebdo en France. Qu'est-ce qui fait problème? Écoutez, ce qui fait problème, c'est la capacité d'organisation politique du leadership africain. Parce qu'aujourd'hui, la question de fond, lorsqu'on regarde toute cette violence qui commence à se multiplier dangereusement dans toute l'Afrique, eh bien, c'est une question qui va chercher ou qui essaie de trouver comme réponse, mais où est le leadership politique en Afrique? Et aujourd'hui, il est question pour les Africains de savoir que personne ne viendra les libérer de cette violence. Et d'ailleurs, ça pourra simplement nourrir un certain nombre de canaux internationaux qui ont besoin de cette violence pour se maintenir, pour continuer à faire un certain nombre de transactions commerciales. La solidarité africaine tente vantée. Il faut que les gens sachent que nous avons une élite trop occidentalisée et l'Europe s'est construite sur les conflits entre les nations européennes ou entre les États européens. Et les élites politiques africaines ont tendance à répliquer ce modèle qui consiste à faire croire que quand vous éteignez la lumière de l'autre, c'est à ce moment-là que la vôtre peut briller. Mais c'est faux. Vous n'avez pas besoin que la lumière de l'un ne brille pas pour que la vôtre brille. Il faudrait plutôt que nous revenions à nos valeurs traditionnelles africaines. Vous ne pouvez pas avoir la solidarité africaine dans un univers qui n'est pas construit sur des valeurs et sur des bases africaines. Il faudrait que nous revenions à cela, et c'est la politique de la nouvelle Afrique qui devrait se baser sur comment est-ce que traditionnellement la société était gérée et régulée chez nous. Cela se montre parfois, peut aujourd'hui se voir dans le fait que nous avons l'Union africaine qui a du mal à parler d'une seule voix. Un seul Africain, s'il tombe en Afrique, l'Union africaine devrait émettre un communiqué. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine devrait se réunir et il devrait y avoir des interpellations fortes aux chefs d'État et également à toutes les organisations régionales pour savoir ce qui ne va pas. Alors maintenant, une initiative telle qu'on l'a vue en France devrait donc venir de qui en Afrique, pour ce qui est du cas du Kenya, si on s'en tient à celui-là, des responsables de l'autorité politique du Kenya, de l'Union africaine ou alors de tout autre chef d'État africain? Des deux.
devrait venir des deux, mais devrait également venir d'un troisième acteur qui devrait être la communauté universitaire. Ça devrait venir du Kenya, qui devrait dire son indignation, pas seulement en allant bombarder les camps de Shebab, ça c'était une opération militaire, mais en plus en organisant cette mobilisation qui devrait dire non à ce type de choses et devrait marquer l'indignation du peuple kenyan face à ce genre de choses. Mais plus encore, nous sommes dans un contexte où l'Union africaine, depuis un certain nombre d'années, est de plus en plus interpellée et commence sérieusement à agacer la jeunesse africaine. Parce qu'on ne la sent pas, cette Union africaine. Nous ne comprenons pas pourquoi on ne la sent pas, mais peut-être c'est lié à la manière dont elle est financée. Et c'est ça qui commence à faire problème. Alors, mais maintenant, comment comprendre que quand même, lors des événements, parce qu'on va essayer un peu de faire le parallèle entre ce qui s'est passé en France pour ce qui est de l'attaque de Charlie Hebdo. On a vu plusieurs chefs d'État africains au premier rang de cette marche initiée par le président français. Et ce qui se passe en Afrique, il y a plusieurs mois déjà, plus de 200 jeunes filles ont été enlevées du côté du Nigeria. Il aurait fallu que peut-être une image de la première dame des États-Unis d'Amérique, Bring Back Our Girls, puisse faire en sorte qu'il y ait des lignes bougent. Alors, comment comprendre ce type de comportement des dirigeants africains? Je l'ai dit depuis le début, les gens en Afrique ne vivent pas avec les valeurs africaines. Ils vivent avec des valeurs qui sont importées, qui ne sont pas les nôtres, et ils ont du mal à avoir un comportement original, un comportement qui soit celui de gens qui protègent leur pays. La plupart des Africains luttent contre leur propre pays. Alors maintenant, si, tel que vous le dites, le politique a échoué, que fait la société civile dans ce cas? Eh bien, elle vient... qui milite pour les luttes des droits de l'homme et toutes ces sociétés... C'est encore cela l'échec de l'Afrique actuelle. Nous avons du mal à accepter cela, mais c'est un échec. La société civile ne dit rien. Les partis politiques dits d'opposition ne disent rien. Or, c'est une occasion en or pour se distinguer en allant dire, mais nous disons non à ce genre d'attaque. Nous allons interpeller les chefs d'État pour qu'ils aillent marcher également là où il y a des centaines de morts. Là-bas, il y en a eu quelques-uns, mais ici, il y en a des centaines et c'est sur notre terre. Et le Kenya est c'est la région dans laquelle se trouve l'origine de l'humanité, l'Afrique de l'Est. Est-ce que ce n'est pas une affaire d'intérêt ou juste... Eh bien, finalement, ça va être une affaire d'intérêt parce que de toutes les façons, on va vous renvoyer à chaque fois en vous disant que l'Union africaine n'a pas d'argent, ce qui est faux. L'Union africaine peut trouver de l'argent. Et c'est peut-être là que je vais donner juste un tout petit exemple pour montrer à quel point il suffirait que le politique se concerte de plus en plus avec la société civile pour avoir des solutions. Et je pense que l'Union africaine est financée à 63% par des partenaires extérieurs, ce qui est une aberration, un budget d'environ 400 millions de dollars pour 2015. Il vous suffirait en Afrique aujourd'hui de prélever 5 francs CFA sur chaque SMS que les 835 millions d'abonnés au téléphone mobile en Afrique émettent chaque jour en prenant un SMS par jour. Ça vous ferait l'équivalent de 2 milliards 500 millions de dollars chaque année. Ce qui veut dire que vous auriez le budget de l'Union africaine de 400 millions de dollars et vous auriez encore 2 milliards 100 millions de dollars qui vous resteraient pour avoir une armée africaine, pour avoir des universités africaines, pour avoir des infrastructures. On construirait des autoroutes et des chemins de fer dans toute l'Afrique. Le Cameroun à lui tout seul, avec 17 millions d'abonnés, avec un SMS par abonné par jour, sur lequel on prélèverait 5 francs CFA, contribuera à hauteur de 31 milliards de francs CFA. C'est pas l'argent qui manque. C'est pas comment financer l'Afrique qui manque. C'est pas comment construire l'Afrique qui nous dépasserait. Le seul problème, c'est que le leadership politique actuel ne discute pas assez avec son peuple, ne discute pas assez avec les expertises qu'elle-même elle a formées, puisque c'est elle qui construit les universités, les lycées, etc. Donc, c'est là les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et le Kenya aujourd'hui vit une situation désespérante où il nous suffirait d'avoir une bonne armée africaine, on aurait anticipé sur ce genre de choses. Alors, des exemples qui devraient quand même nous permettre, notamment le cas du Nigeria, plus de 200 jeunes élèves enlevés, le cas de la Tunisie avec le musée qui a été bombardé, et plus récemment le Kenya, des exemples quand même qui parlent au continent africain et qui devraient quand même suggérer, permettre de tirer quelques leçons. Oui, ça fait partie des leçons, celles que je viens de vous indiquer par exemple comment on pourrait financer aujourd'hui avec 5 francs CFA par SMS pour les 805 millions d'abonnés au téléphone mobile en Afrique.
on réglerait les problèmes de ressources. Est-ce que c'est véritablement une affaire, une question d'argent? C'est toujours une affaire, pas d'argent. C'est toujours une affaire de ressources. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de bonne volonté dans nos gouvernements et dans l'Union africaine, mais la plupart de ces bonnes volontés sont bloquées parce qu'il n'y a pas de ressources. Spontanément sur Internet, dans les réseaux sociaux, comme on l'a vu avec Charlie Hebdo, dit je suis Garissa par exemple, on a besoin d'argent. Il y a un certain nombre de personnes qui y sont allées. Moi, j'étais sur des pages Facebook et dans des sites kenyans. Je connais un certain nombre de Kenyans, j'ai des amis kenyans avec qui j'ai parlé. Mais je dis encore que le problème de fond, c'est que si nous ne vivons pas avec nos valeurs africaines, nous ne pouvons même pas comprendre ce que c'est que la solidarité africaine. La solidarité africaine, monsieur Azégué, veut dire si j'ai un beignet, vous et moi, on le partage. Nous ne pouvons pas mourir de faim si nous partageons ce beignet. Le problème, c'est que nous croyons aujourd'hui que la solidarité africaine, c'est aller simplement parler sur Facebook et après, je ne suis responsable de rien. Non, il faut des actions fortes. Il faut que, et c'est pour ça que je vous parle de ressources. Parce que les gens croient que la solidarité africaine était un monde angélique. Non, c'était un monde où on s'assurait que des ressources étaient disponibles. Et ce sont ces ressources-là qui permettaient d'avoir le filet social qui tenait tout le monde. Merci Dominique Yamtimba d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition d'information. Donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h. D'ici là, restez sur Equinox Télévision car nos programmes se poursuivent avec notamment l'émission 100% foot. Retrouvez Sylvestre Hippolyte Zangaou et ses invités. Bonsoir.